Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette visioconférence intitulée Aimer son enfant intérieur. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Emmanuel, je suis psychopraticien d'inspiration jungienne et spécialiste du travail sur l'enfant intérieur depuis 1990. J'ai co-créé avec mon épouse Marie-France la méthode Cœur d'enfant, qui est une méthode d'accompagnement en psychothérapie pour se réconcilier avec son enfant intérieur, que ce soit en groupe, en individuel, en couple ou en famille. Je suis également conférencier, formateur et également co-auteur avec Marie-France de nombreux ouvrages parus au Seuil, aux éditions Albin Michel, chez Erol ou au Courrier du Livre. Je suis également expert auprès de nombreux médias. J'interviens par exemple régulièrement dans l'émission de Flavie Flament, On est fait pour s'entendre sur RTL. Alors je suis vraiment très heureux de vous parler de l'enfant intérieur et plus particulièrement de ce lien particulier que nous avons chacun, chacune à tisser avec l'enfant en nous, ce lien d'amour. Et pour débuter cette visioconférence, je vais vous parler de mon histoire, de mon expérience. Il y a plus de 28 ans, je débutais ma première psychothérapie. Et à l'époque, je me sentais coupé de moi. Je sentais que j'avais perdu quelque chose d'essentiel de moi-même. Je ressentais que ce petit Emmanuel que j'avais été, avait disparu. Et il me semblait que sans lui, je ne pourrais pas vivre heureux. J'avais le sentiment que si je continuais comme ça, j'allais devenir simplement un adulte, mort-vivant. J'allais survivre. Et puis, je ressentais aussi la grande difficulté à tisser du lien, des relations avec l'autre, et plus particulièrement des relations avec des femmes, des relations amoureuses. Je ne me sentais pas vraiment digne d'être aimé, j'avais beaucoup de croyances négatives sur moi-même et une piètre estime de moi-même. Et donc, lors de ce premier cycle de psychothérapie, j'avais formulé à ma thérapeute de l'époque l'idée, la volonté, en tout cas, de me préparer à rencontrer une femme, de me préparer à l'amour. Et ma thérapeute m'avait proposé d'écrire un petit texte pour expliquer ce que j'attendais d'une relation amoureuse. Alors je me suis exécuté, et lorsque cela fut fini, elle me proposa de le lire devant tout le groupe. Et je ne savais pas encore que cet événement allait changer ma vie. Parce qu'au moment où j'ai lu ce texte, il y avait dans le groupe quelqu'un d'autre, une autre stagiaire comme moi, qui écoutait attentivement. Et c'était Marie-France, qui est devenue ma femme. Et elle trouvait ce que j'exprimais fort intéressant. Et durant le stage, en fait, peu à peu, nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre. Mais j'étais vraiment très timide, je n'osais pas faire le premier pas. Et je me souviens très bien que le dernier jour du stage, c'était le 7e jour, Marie-France m'a proposé d'aller nous promener dans le parc. Et dans le parc du château où nous étions en stage. Et lors de cette promenade, elle a mis les formes, mais peu à peu, elle a dit, voilà, tu sais, Emmanuel, je ressens quelque chose de très fort pour toi. Tu constates sans doute que nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre et voilà, j'aimerais une relation plus privilégiée avec toi. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai eu peur. J'ai senti en moi toutes mes cellules qui hurlaient et qui criaient oui, c'est ce que je veux, et en même temps, je me sentais enfermé, cadenassé, j'avais peur. Et la seule chose que j'ai pu et su dire, c'est non. Non, tu vois, je trouve que la relation qu'on a me suffit, me va. Je préfère qu'on n'aille pas plus loin. Marie-France était évidemment très vexée, très en colère, et elle a mis fin à la discussion et est partie. Et là, je me suis retrouvé seul. Je me retrouvais seul, et toutes ces fameuses croyances négatives sont remontées. J'ai entendu en moi vraiment des voix me dire Emmanuel, de toute façon, tu ne mérites pas d'être heureux. De toute façon, tu ne peux pas être heureux alors que ta mère est si malade. Tu n'es pas digne d'être aimé. Et puis, plus ces croyances m'enveloppaient, me contaminaient, et plus je sentais une profonde tristesse. Et j'ai senti des larmes couler sur mon visage. J'ai senti ces pleurs en moi. Et là, j'ai eu le réflexe de me dire, il faut que j'écoute ce qui se passe. Je
me suis mis à respirer, je suis descendu en moi-même, et là, j'ai visualisé un petit enfant. Un enfant, l'enfant que j'étais en fait vers 6, 7 ans. C'était le petit Emmanuel en moi qui pleurait. J'étais assez désarmé, je ne savais pas quoi faire, mais naturellement, la seule chose qui m'est venue, c'est de le prendre dans les bras, de sentir son corps contre moi. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré avec lui. Et au bout d'un certain temps, j'ai pleuré, je crois, assez longtemps. Au bout d'un certain temps, je l'ai entendu me dire: je veux vivre, écoute mes besoins. Et là, il y a eu comme une transformation en moi. J'ai senti que je ne pouvais pas passer à côté de ma vie, que j'avais un contrat de moi à moi-même. Ce contrat, c'était d'oser aller vers l'amour, d'oser répondre à cet élan qui était en moi, mais que je n'osais pas assumer. Alors je me suis rapproché à nouveau de Marie-France, elle n'était pas très contente, mais peu à peu, je me suis rapproché, et puis je lui ai murmuré: Marie-France, tu sais, tout à l'heure j'ai dit non, mais derrière mon non, il y a un immense oui. Et c'est ainsi qu'a débuté notre histoire d'amour. Et cet événement est marquant. Cet événement a changé ma vie, non seulement parce que j'ai rencontré Marie-France, parce que nous avons créé ensuite la méthode Cœur d'enfant, nous avons depuis écrit des livres, nous avons tout un parcours de co-création ensemble, mais plus fondamentalement, je me rends compte avec le recul que ce jour-là, j'ai choisi l'amour. Pas simplement l'amour de Marie-France, pas simplement l'amour pour une femme, mais j'ai choisi de m'aimer. J'ai choisi en fait d'accepter, d'entendre l'enfant en moi, de le respecter et d'écouter ses besoins. Et cet acte fondamental, s'est formulé peu à peu en moi au fur et à mesure. Et aujourd'hui, dans ma pratique thérapeutique, je propose cette question, ce questionnement en fait, qui finalement a été le fil directeur de ma vie jusqu'à maintenant. C'est: quelle personne suis-je si je ne suis pas capable d'empathie, d'amour et de compassion pour ce qu'il y a de plus petit et de plus fragile en moi? Et je crois que cette question est fondamentale. C'est une question clé qui nous appelle à cette responsabilité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, quelle personne sommes-nous si nous n'arrivons pas à respecter cet être enfantin qui est en nous, si nous n'avons pas d'empathie, d'amour, de compassion pour vraiment le petit, le fragile, le vulnérable en nous? Là est la clé de l'amour pour soi, et plus particulièrement de l'amour pour notre enfant intérieur. Alors pour répondre à cette question, je vous propose 3 parties dans cette visioconférence. La première partie, c'est d'explorer qui est votre enfant intérieur. La deuxième partie, consiste vraiment à éclairer qu'est-ce qui vous coupe de votre enfant intérieur. Et enfin, comment apprendre à aimer l'enfant en soi. Alors, qui est l'enfant intérieur? Qui est votre enfant intérieur? L'enfant intérieur, c'est une notion subtile, très profonde, et souvent, malheureusement, aujourd'hui, très galvaudée. On parle de l'enfant intérieur comme d'une technique, comme d'une approche, et puis souvent, on parle de son enfant intérieur à tort et à travers, on le chosifie. Mais ce faisant, on oublie que la notion d'enfant intérieur renvoie à une expérience fondamentale qui est toujours présente en nous, l'expérience du petit être humain que nous étions. Voilà ce qu'est d'abord notre enfant intérieur. Voilà d'abord ce qu'est votre enfant intérieur. L'expérience du petit être humain que vous étiez, avec vos joies, vos peines. Et cette expérience, elle est toujours présente en vous, dans toute son immédiateté, dans toute sa vivacité. Cette expérience enfantine, c'est une vie distincte de celle de l'adulte. Il y a 2 vies en une en chacun d'entre nous. Il y a la vie adulte et il y a la vie enfantine, et chacune se côtoie et s'influence mutuellement. L'enfant intérieur, c'est aussi une puissante métaphore. Une métaphore non seulement de nos pouvoirs créatifs, de nos dons innés en tant qu'être humain, mais aussi de nos besoins fondamentaux et relationnels. L'enfant intérieur, c'est le cœur sensible et vulnérable de notre être. C'est le gardien de notre vérité intérieure. La difficulté que nous avons avec l'enfant en nous, c'est que
Nous avons toujours une façon, en tant qu'adultes, d'appréhender les choses par le mental, par l'analyse, la logique. Or, l'expérience enfantine est fondamentalement différente. C'est une expérience sensitive, émotionnelle, imaginative, et que parfois nous avons du mal à accepter, tout simplement parce qu'elle désarçonne notre mental, elle nous dérange. Et nous sommes toujours en train de tenter de la contenir en rationalisant, en justifiant notre vécu, plutôt que d'accepter que ce que nous avons ressenti est légitime, que ce que nous avons ressenti fait partie de notre vécu, et que ce vécu est digne de respect. L'enfant intérieur, c'est aussi considérer toute notre expérience enfantine. C'est pourquoi il n'y a pas un seul enfant intérieur, mais plusieurs. Il y a autant d'enfants intérieurs que d'âges en nous. Et l'enfant intérieur est une expérience qui renvoie donc à notre développement psychosocial, depuis le ventre de la mère jusqu'à nos 25 ans. Pourquoi 25 ans? Eh bien parce qu'il s'agit à peu près de l'âge de la maturité émotionnelle du cerveau. Alors ça signifie qu'en vous, il y a autant d'enfants intérieurs que d'âge, ça signifie qu'il y a un bambin, qu'il y a un enfant scolaire, qu'il y a un adolescent, qu'il y a aussi un nourrisson intérieur. Et puis, quel que soit son âge, l'enfant a toujours deux visages qu'on ne peut pas dissocier. Et l'amour que nous avons apporté à l'enfant en nous concerne ces deux aspects de l'enfant. Il y a à la fois l'enfant intérieur blessé, c'est-à-dire ce cœur sensible, vulnérable en nous, qui, par moments, a eu mal. Et puis il y a aussi l'enfant doué, créatif, celui de nos dons innés pour l'amour, la joie, la libre expression des émotions, l'émerveillement, la spontanéité. Et ces deux visages, l'enfant blessé et l'enfant créatif, l'enfant doué, forment vraiment notre moi véritable. Notre moi véritable est un moi enfantin. Alors, cet enfant intérieur, il nous appelle. Mais pour répondre à son appel, j'aimerais maintenant évoquer avec vous deux fondations. La première fondation de notre enfant intérieur, c'est que c'est un être de besoin. L'enfant intérieur est un être de besoin, tout comme l'enfant d'ailleurs est un être de besoin. Et l'un des besoins les plus viscérales, les plus instinctifs de l'enfant, c'est ce besoin de lien. L'enfant a besoin d'être en lien. Pourquoi? Parce que s'il n'est plus en lien ou s'il n'est pas en lien, il risque de mourir. C'est à travers le lien avec ses parents que l'enfant reçoit les soins, l'attention, l'amour dont il a besoin pour vivre. Alors ce besoin de lien, il est si fondamental que la plupart du temps, nous le négligeons dans notre relation à nous-mêmes. Parce que aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'explorer ce lien. Ce lien, il a été forcément plus ou moins abîmé ou carencé. Et donc, ça signifie que dans le lien à nous-mêmes, dans le lien à l'enfant en nous, nous n'avons pas assez de présence, nous n'apportons pas assez de soins. Notre enfant intérieur est en devenir constant, il est éternel. Et c'est pourquoi il demande un soin, une attention particulière. Il demande aussi une éducation dans le sens où il demande une forme d'éducation, c'est-à-dire que nous avons à nous éduquer, à tenir compte de ce lien, à nourrir ce lien. Ce lien est d'autant plus important qu'il fonde la sécurité, la confiance. En grandissant, je me suis rendu compte à quel point le lien à moi-même était fondamental. J'ai fait un jour une expérience lors d'une conférence, une femme m'a posé une question sur la mort. Et au moment où elle m'a posé cette question sur la mort, j'ai eu une vision. Cette vision a duré quelques millièmes de seconde, mais je vais vous la rapporter parce qu'elle a ancré quelque chose en termes d'expérience dans mon corps de fondamental. Alors que cette femme posait cette question, je me suis vu en même temps sur mon lit, très âgé. Au moment de mon agonie, je mourais. Et puis une fois que je suis mort, je me suis redressé, je me suis levé, et j'ai entendu un rire. Et ce rire, je l'ai entendu vraiment avec mes oreilles. Et c'était le rire de l'enfant en moi, le rire du petit Emmanuel. Et j'ai vu cet petit Emmanuel s'approcher de moi en courant, tout joyeux, en rigolant, et puis me tendre la main.
Alors je lui ai donné la main et puis nous sommes partis tous les deux dans la lumière. Cette vision, elle m'a rappelé, elle a fondé quelque chose d'essentiel parce que je me suis dit, mais finalement, si le jour de ma mort, il ne reste que cela, le lien à moi-même, alors ça signifie que toute ma vie durant, j'ai vraiment intérêt à faire attention, à nourrir ce lien. Le jour où nous allons mourir, nous serons seuls. Nous serons seuls avec nous-mêmes. C'est pourquoi, eh bien, ce lien, le lien que réclame notre enfant intérieur, est pour moi fondamental. Il est existentiel. Il donne du sens à notre existence, mais en plus, il fonde une façon, un état d'être, une façon d'être avec soi qui permet eh bien, de mieux vivre, de mieux accepter les aléas de la vie. Et plus je suis en lien avec moi-même, plus je me sens réel, je me sens vrai. Et surtout, je ressens bien que du coup, je suis plus en lien avec les autres. Le bien vivre avec soi fonde ce bien vivre avec l'autre. Carl Jung disait, nul ne peut se relier à l'autre s'il n'est d'abord lié à lui-même. Voilà l'enjeu d'aimer son enfant intérieur. Aimer son enfant intérieur, c'est accepter de fonder un lien avec soi, un lien fait de sécurité, de confiance et d'amour qui va nous permettre ensuite d'accueillir non seulement l'autre, mais aussi toutes les expériences qui parfois peuvent être douloureuses. La deuxième fondation, pour mieux comprendre qui est votre enfant intérieur, eh bien, c'est celle d'une force de vie. L'enfant possède une force de vie particulière, c'est l'amour. Un enfant est aimant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, ça m'est arrivé d'être en contact avec un nourrisson alors qu'il vient de naître, ou en tout cas qu'il n'a que quelques jours. Et c'est incroyable, cet enfant qui est là devant nous est rayonnant, rayonnant d'amour. Et en même temps, littéralement absorbant. Il semble en même temps rayonner et absorber son environnement. L'enfant est un être d'amour. C'est un être de besoin et c'est un être d'expression d'amour. Mais souvent, eh bien, nous ignorons ce qu'est l'amour, réellement, parce que nous imaginons que l'amour concernant l'enfant en nous, eh bien, concerne cet amour que nous pouvons éprouver en tant qu'adultes. La plupart du temps, en tant qu'adultes, nous avons une notion assez simple de ce qu'est l'amour, c'est que nous pensons que c'est un sentiment. Or, l'amour n'est pas un sentiment, ou du moins l'amour n'est pas uniquement un sentiment. L'amour, c'est davantage une émotion. L'amour est présent en chacun de nous, dans chacune de nos cellules. Et lorsque nous sommes bébés, lorsque nous naissons, nous n'avons aucune idée reçue et préconçue sur ce qu'est l'amour. Pourtant, nous l'exprimons et nous le vivons. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'émotion suprême, l'émotion fondamentale. Et cette émotion fondamentale eh bien, s'expérimente dans des micro-moments de partage, de chaleur et de bien-être, en contact, en lien avec l'autre. Ça signifie que aimer son enfant intérieur, c'est considérer non seulement la nécessité de se lier à soi, mais aussi d'être vigilant à la qualité de ce lien à soi et de cultiver une notion de chaleur, de partage, de bien-être avec soi. Alors vous verrez que cela eh bien, nécessite d'être dans son corps, d'être présent à son corps. Car notre enfant intérieur est le gardien de notre vérité intérieure. Et le meilleur moyen qu'il a de s'exprimer, eh bien, c'est de le faire à travers notre corps. Être conscient de son corps, rester présent dans son corps, respirer, sont aujourd'hui des évidences, on en parle de plus en plus à travers différentes pratiques, que ce soit le yoga ou la méditation. Mais fondamentalement, même ces pratiques oublient l'essentiel. C'est que ça n'est pas pour notre corps que nous avons à le faire. C'est parce qu'en faisant cela, nous nous rapprochons de nous-mêmes. Nous nous rapprochons de notre être enfantin. On m'a un jour rapporté une expérience qui m'a profondément émue et touchée. C'est lors d'une cure ayurvédique que j'ai faite. J'ai donc participé à une cure et puis durant 5-6 jours, j'ai été massée par différents masseurs. Et puis la responsable du centre, à la fin du séjour, est venue me voir et m'a dit, voilà Emmanuel, j'aimerais te dire quelque chose parce que toutes les personnes qui t'ont massé ont été très étonnées par leur ressenti et elles voulaient te témoigner de ce qu'elles ont ressenti. Donc j'ai écouté et cette responsable m'a dit, ben voilà, moi-même je l'ai ressenti, mais tous les masseurs et toutes les masseuses qui t'ont massé,
ont eu le sentiment de masser à la fois un adulte, mais aussi un corps d'enfant. Et c'est très étrange parce qu'il y avait parmi ces masseurs ou ces masseuses des spécialistes du massage pour enfants. Et elles se sont rendues compte que naturellement, eh bien, elles avaient une façon d'appréhender le massage de ma personne, adulte, comme si elle massait un enfant. Et ce témoignage m'a bien sûr touché, mais il m'a rappelé l'importance. C'est que dans mon corps d'adulte, il y a aussi un corps d'enfant. Et plus je fonde ce lien à l'enfant en moi, plus ce corps d'enfant existe, s'exprime et a besoin aussi d'être touché, d'être reconnu, d'être nourri. Vous voyez que ce lien d'amour à l'enfant en soi est quelque chose de très précieux, quelque chose de très subtil, de très doux. Mais avant de rentrer plus en détail sur comment apprendre à aimer son enfant intérieur, il est nécessaire de faire un petit détour vers qu'est-ce qui vous coupe de votre enfant intérieur. Car malheureusement, en tant qu'adulte, eh bien, nous nous éloignons fondamentalement de notre être vulnérable et sensible. Alors, qu'est-ce qui nous coupe de notre enfant intérieur? Fondamentalement, l'expérience humaine est une expérience d'adaptation. En grandissant, enfant, eh bien, nous nous adaptons à des contraintes sociales, familiales, culturelles, qui nous éloignent d'une partie de nous-mêmes, qui nous éloignent d'une partie de notre expression. Il y a tous nos ressentis qui ne trouvent pas l'espace et la place d'être entendus et qui sont retranchés en nous. Il y a toutes ces qualités, ces pouvoirs créatifs que nous exprimons en tant qu'enfants, mais qui ne sont pas non plus reconnus, qui parfois peuvent être rejetés et qui se retranchent en nous. Il y a tous ces éléments spécifiques et uniques qui font que nous ne sommes pas le double, le prolongement de notre parent. Qu'en tant qu'enfant, nous sommes une personne unique et spécifique. Mais chaque fois que nous ne sommes pas suffisamment reconnus dans cette unicité et cette spécificité, eh bien, nous nous retranchons nous-mêmes. Autant dire qu'en fait, en grandissant, eh bien, notre enfant intérieur, ou du moins certaines parties essentielles de notre enfant intérieur, se sont exilées en nous-mêmes. En tant qu'adultes, nous nous coupons de nous-mêmes. Alors, comment faisons-nous cela? C'est-à-dire, comment nous continuons à perpétuer cet exil de l'enfant en nous? Et c'est important de comprendre comment, parce que si l'on ne repère pas ce qui fait que nous nous coupons de nous-mêmes, que nous nous coupons de notre être enfantin, eh bien, il va être difficile d'apprendre à l'aimer. Je constate souvent que beaucoup de personnes, parfois des personnes viennent me voir et me disent « Ah mais moi j'aime mon enfant intérieur », mais tout montre que c'est le contraire. Tout montre qu'elles ne l'aiment pas, qu'elles le rejettent. Elles ont un sentiment d'amour à l'idée de l'enfant en eux, mais cela ne signifie pas du tout qu'elles cultivent un lien réel d'amour pour l'enfant en eux. Et cela, tout simplement, parce qu'elles n'acceptent pas ou qu'elles ne conscientisent pas, eh bien qu'il est essentiel d'éclairer tous ces principes, tous ces fonctionnements qui nous coupent de nous-mêmes. L'une des premières choses qui nous coupe de nous-mêmes, eh bien, c'est le refoulement de nos émotions. Je vous le disais tout à l'heure, à l'instant, l'enfant est un être sensitif, émotionnel. Et ça signifie qu'il est tout le temps en émotion. Et l'enfant ne peut pas gérer ses émotions. Il a donc besoin d'un parent bienveillant, à l'écoute, qui va lui apprendre à accueillir ses émotions, à les repérer, à les nommer et à les traverser. Parce que le parent, en acceptant d'accueillir l'émotion de son enfant, permet à l'enfant de construire cérébralement, puisqu'on sait que cela se traduit au niveau des connexions cérébrales, tout ce qui va lui permettre d'accueillir ses émotions. Mais malheureusement, beaucoup de nos émotions n'ont pas trouvé l'espace pour être accueillies. Principalement pour différentes raisons, mais l'une des principales, c'est que certaines émotions sont considérées comme négatives. Lorsqu'un enfant est en colère, on n'accepte pas qu'il soit en colère. On parle de caprice, on parle d'immaturité. Or, la colère est une émotion naturelle. Et plutôt que d'accueillir l'enfant et de légitimer sa colère et de lui dire « là, tu es en colère. Pourquoi es-tu en colère? Que se passe-t-il quand tu es en colère? Je comprends que tu sois en colère. » Eh bien, nous tentons de rabrouer l'enfant, de lui dire qu'il n'a pas à être en colère. Rappelez-vous ce principe. La colère est un vilain défaut. Combien d'entre nous ont entendu cela?
Et du coup, combien d'entre nous n'ont pas su apprendre à utiliser cette énergie fondamentale? Parce que la colère, c'est une façon de mettre son énergie vitale, d'apprendre à mettre son énergie vitale à son service. La colère d'un enfant n'est jamais contre, elle est toujours pour. C'est toujours l'expression d'un besoin ou d'un désir qui n'arrive pas à être entendu. Autant dire donc que beaucoup de nos émotions sont refoulées. Et en tant qu'adultes, eh bien, nous avons peur de retrouver toutes ces émotions, parce que nous avons peur d'être submergés. L'une de nos principales expériences avec Marie-France, eh bien, c'est que nous constatons, comme d'autres spécialistes de l'enfant intérieur l'ont constaté, que chaque personne est capable d'accueillir ses ressentis émotionnels de l'enfance, à condition d'être accueilli et accompagné en résonance. C'est-à-dire que le thérapeute ne peut pas être simplement là comme un témoin à distance. Il s'agit que le thérapeute ressente lui-même en résonance les mêmes émotions, les mêmes besoins, les mêmes affects qui s'expriment dans la relation thérapeutique. Je vous parlerai de tout cela un peu plus loin. Mais donc, accueillir ces ressentis n'est pas une chose simple. Je me souviens moi-même que l'une des fois où mon enfant intérieur m'est apparu, eh bien, m'a profondément désarçonné. Je continuais donc cette fameuse psychothérapie où j'avais rencontré Marie-France. Et puis un jour, je vois à nouveau mon enfant intérieur qui m'apparaît et puis qui me dit cette phrase, il me dit « Je suis un enfant battu ». Et là, aussitôt, je ne comprends pas. Mon cerveau s'emballe, et là je me dis bah, c'est du n'importe quoi, j'ai jamais été battu, je ne vois pas de quoi il s'agit. Et puis, en même temps, d'un seul coup, un souvenir me revient. J'ai le souvenir, d'un seul coup, qu'enfant, lorsqu'on me parlait ou lorsque je me présentais à des personnes adultes, je disais bonjour, je suis Emmanuel et je suis un enfant battu. C'est ainsi que je me présentais. Mais peu sûr de ce souvenir, j'en ai donc fait part à mes parents, qui m'ont confirmé qu'en effet, durant toute une période, autour de 7-8 ans je crois, eh bien, dès qu'on me parlait, je me présentais en disant « je suis un enfant battu ». Et puis, visiblement, comme je n'ai pas eu de retour particulier, je crois qu'au bout d'un certain temps, j'ai dû cesser de dire « je suis un enfant battu ». Mais des années plus tard, cet enfant me disait « je suis un enfant battu ». Et là, cela m'obligeait, eh bien, à m'ouvrir à ce que cela signifiait, c'est-à-dire à accepter de ressentir que peut-être il s'agissait là de quelque chose de fondamentalement vrai. Mais mon mental me coupait de l'émotion. Jusqu'à ce que Marie-France me fasse remarquer, au fur et à mesure de notre relation, eh bien que j'avais un comportement étrange. Lorsque parfois elle pouvait d'un seul coup arriver très rapidement à côté de moi, ou qu'elle pouvait hausser le ton de voix, ou faire un geste brusque, eh bien j'avais ce mouvement très rapide, ce mouvement de protection en fait, que mon corps, eh bien, automatiquement apportait. C'est une réponse automatique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette réponse était une réponse de peur. Alors je me suis dit, si je ne suis pas un enfant battu, de quoi ai-je peur? Pourquoi ai-je peur? Et au fur et à mesure de ma thérapie, eh bien, je me suis rendu compte que, en effet, l'enfant que j'étais, l'être vulnérable, l'être sensible que j'étais, eh bien, avait très très mal vécu la maltraitance de ma mère. C'est une maltraitance qui était très irrégulière. J'ai peut-être reçu dans mon enfance une dizaine de fessées. Et mon mental me disait, bah, c'est pas parce que tu as reçu une dizaine de fessées que tu es un enfant maltraité. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que ces actes, ces expériences de maltraitance ont durablement et profondément marqué mon être. Et j'y ai vu l'origine de beaucoup de mes comportements. Il y avait cette réponse automatique de peur, mais pas uniquement. Il y avait aussi cette vision très dégradée de mon corps que j'avais, ou cette piètre estime de moi-même. Tout cela était généré par le fait que j'avais subi une maltraitance. Ce que l'on appelle aujourd'hui une violence éducative ordinaire, car beaucoup de parents considèrent que mettre une fessée à son enfant, eh bien, ne cause pas de grands dommages, et que ça fait partie eh bien, de l'attirail normal et sain d'une éducation de l'enfant. Or, il n'en est rien. Ma propre expérience m'a montré à quel point même des épisodes relativement rares dans une vie enfantine ont durablement marqué mon être sensible.
C'est la chronicité de ces comportements qui a finalement fini par blesser mon être et relayer une partie de ma vérité intérieure au plus profond de moi-même, en exil, parce que j'avais oublié que j'étais un enfant maltraité. Le fait de retrouver le petit Emmanuel, de considérer sa souffrance et de commencer à ressentir du coup les émotions légitimes qu'il a ressenties, de peur, de rage, de terreur parfois, de haine aussi, parce que lorsque j'étais battue, je n'aimais plus ma mère, je la haïssais pour ce qui se passait. Tout cela a permis de commencer à libérer mon être, de libérer une nouvelle énergie en moi. L'un des deuxièmes points que j'aimerais aborder, c'est que il faut accepter donc non seulement de lever le refoulement de ces émotions, lever le refoulement des émotions de notre vécu enfantin, mais c'est aussi de sortir du déni. Régulièrement, j'entends des personnes qui me disent, un homme me témoignait il y a peu de temps, ben voilà, j'ai été battu régulièrement par mon père, mais heureusement qu'il était là. Parce que finalement, j'étais un enfant insupportable, un enfant vraiment sauvage. Et ces coups m'ont appris à être un adulte responsable. Lorsque j'ai entendu ça en séance, je n'ai rien dit. Mais au fur et à mesure des séances, j'ai fait remarquer à cet homme que peut-être il y avait un lien quand même entre ce qu'il pensait être une éducation ordinaire, normale, et ses accès de colère. La raison pour laquelle il venait me voir, des accès de colère qui terrorisaient son entourage, sa femme et ses enfants. Une autre femme me disait, enfant, on était sept enfants. Alors ma mère n'avait pas beaucoup de temps à me consacrer. D'ailleurs, elle consacrait très peu de temps à ma personne. Mais je souffre parce que, enfant, j'étais très égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Et je ne soutenais pas souvent ma mère. Lorsque j'entendais ça, je sentais combien il y avait quelque chose qui résonnait de manière complètement injuste pour cet enfant qui était là aussi. Il y avait cet adulte, mais il y avait un enfant. Et au fur et à mesure des séances, cette femme s'est rendue compte qu'en fait, sa problématique principale qui consistait à toujours s'oublier et passer derrière les autres, venait du fait qu'en fait, elle avait ressenti que pour être aimée de sa mère, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de l'aider, en fait d'être une seconde mère pour ses frères et sœurs. Mais elle continuait à être dans une forme de déni en prétendant que ce qu'elle avait pu faire en tant qu'enfant, non seulement n'avait pas été suffisant, mais était légitimement condamnable parce qu'elle oubliait qu'elle avait aidé sa mère, qu'elle avait donc été comme le soutien permanent de sa mère, mais elle l'oubliait pour ensuite s'accuser de ne pas avoir fait suffisamment, et même de ne pas avoir pensé à sa mère. Cette contradiction, ce paradoxe au niveau de ce déni faisait que cette femme s'oubliait tout le temps. Les phrases de déni sont très régulièrement prononcées par nombre de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile d'accepter que nous avons souffert. Chacun d'entre nous, notre être enfantin a forcément souffert de comportements, de paroles qui lui ont fait mal, qui lui ont fait violence. Aimer son enfant intérieur, c'est reconsidérer son histoire. Reconsidérer son histoire en sortant du refoulement, en sortant du déni, en acceptant que ce qui a été, et aussi douloureux cela soit-il, cela mérite d'être légitimé. Sinon, cet enfant en nous reste exilé, perdu. Il n'entend pas de personne qui vient à son secours, il n'entend personne qui prend son parti et qui lui reconnaît le droit d'avoir eu mal. Sortir du mensonge, du déni, du refoulement, c'est aussi accepter que nous avons une vision de la vie enfantine complètement erronée. En fait, au fur et à mesure de l'histoire, l'enfant a subi tous les sévices possibles et inimaginables. Mais aujourd'hui, qu'en reste-t-il ? Il reste encore beaucoup de maltraitance sur les enfants dans le monde. Mais il reste aussi une perception erronée, mystifiée de la nature de l'enfant. On considère, ou beaucoup de gens encore considèrent trop souvent, que l'enfant est un sous-palier de l'adulte. Un enfant est forcément immature, infantile, régressif. Toute cette pensée continue à justifier le fait que non seulement nous avons
à utiliser des moyens parfois violents vis-à-vis des enfants pour, entre guillemets, les éduquer. Mais cela nous coupe aussi de l'enfant en nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à prendre le parti de nous-mêmes parce que nous considérons que cet enfant, eh bien, est immature, infantile, que aller à sa rencontre est régressif. Or, rien n'est moins vrai. Beaucoup de personnes continuent à accuser l'enfant qu'ils sont toujours en eux et qu'ils ont été. Ils l'accusent de leur dysfonctionnement d'adulte, ou ils l'accusent des mauvais traitements qu'ils ont reçus. Pourquoi? Parce que ce vulnérable et ce sensible enfantin, lorsqu'il n'est pas reconnu, lorsqu'il n'est pas validé, eh bien, devient la source, ou prétendument la source de nos difficultés. C'est-à-dire que nous condamnons notre vulnérable et notre fragile. Une fois adulte, eh bien, nous condamnons ce vulnérable. Nous avons appris à devenir forts, nous avons appris à faire semblant, nous avons appris à ne pas montrer que nous avions mal. Et donc, lorsque, durant des aspects, des événements de notre vie, la souffrance de l'enfant en nous remonte, ou lorsque dans la thérapie nous allons à la rencontre de l'enfant en nous, eh bien nous sommes gênés par ce vulnérable et ce sensible. L'une des principales caractéristiques d'ailleurs de nombre de mes patients, c'est qu'ils n'aiment pas leur enfant intérieur. Du moins, ils découvrent qu'ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas ce sensible et ce fragile. Et c'est vrai chez les hommes, tout comme chez les femmes. Ils n'aiment pas ce sensible et ce fragile parce qu'ils l'accusent. Ils l'accusent des mauvais traitements qu'il a pu recevoir. Ils l'accusent d'avoir eu mal. C'est le monde à l'envers. Ils ne prennent pas le parti de l'enfant qu'ils ont été. Ils ne se mettent pas à la place de cet enfant qui est toujours en eux et qui a mal. Lorsqu'un enfant a mal, faut-il donc le condamner? Faut-il lui dire qu'il n'a pas mal? Faut-il lui dire que ce qui arrive n'est pas grave? Bien sûr que non. En tant qu'être humain, notre monde ressemble exactement à notre manière de nous traiter, à la manière dont nous traitons notre enfant intérieur. Nous ne considérons jamais ce qui est fragile et vulnérable, ou du moins nous le considérons trop peu. Et c'est pourquoi nous abîmons notre relation à nous-mêmes, comme nous abîmons notre environnement, comme nous abîmons aussi nos relations aux autres. Et je vous le demande, qui pleurera pour l'enfant seul? Qui pleurera pour l'enfant qui a eu mal? Qui pleurera pour l'enfant écrasé sous des devoirs? Qui pleurera pour l'enfant en vous? Si vous ne le faites pas, personne ne viendra le délivrer de son exil. Vous êtes la seule personne et vous êtes la meilleure personne pour aller rencontrer cet enfant qui pleure en vous. Bien sûr, vous aimeriez entendre parler de l'enfant joyeux en vous, de l'enfant imaginatif, émerveillé, curieux. Il existe. Mais si vous ne vous occupez pas de l'enfant qui pleure, ces mêmes qualités de curiosité, d'élan, de vitalité, eh bien resteront conditionnées ou resteront à minima par rapport à ce qu'elles pourraient être. Donc aimer son enfant intérieur, eh bien revient à prendre la responsabilité de son histoire. Prendre la responsabilité de son histoire, eh bien tout d'abord pour valider sa vérité intérieure, valider son vécu enfantin. Ensuite, pour rectifier les déficiences éducatives dont nous avons souffert. Et enfin, pour s'apporter les meilleures nourritures relationnelles et affectives qui soient, celles dont nous avons manqué. Alors, ça m'amène tout naturellement à la troisième et dernière partie de cette conférence. Comment apprendre à aimer son enfant intérieur? Comment apprendre à aimer votre enfant intérieur? Peut-être que là, à ce moment de la conférence, une partie de vous est ambivalente. Une partie de vous est ambivalente parce que vous commencez à sentir quelque chose qui a mal en vous. Et en même temps, vous n'aimeriez pas ressentir cela. Vous aimeriez tout de suite chasser ce ressenti. Mais pour aimer votre enfant intérieur, il est essentiel que vous reconnaissiez
la blessure fondamentale dont chaque être humain souffre. Cette blessure fondamentale, c'est la blessure du manque d'amour. Beaucoup de personnes disent simplement qu'elles ont été aimées par leurs parents. Et elles refusent d'expérimenter le fait que si elles ont été aimées par leurs parents, et parfois c'est vrai, parfois c'est un peu plus douteux, mais qu'importe, ce qu'elles ont reçu, elles l'ont reçu. Cela a fondé une partie de leur réservoir affectif. Mais en même temps, l'expérience humaine est une expérience de manque d'amour. Cette blessure du manque d'amour, nous avons tous à l'affronter. Pourquoi? Parce que même un parent le plus aimant, le plus bienveillant soit-il, ne peut entièrement répondre à la demande d'amour de l'enfant. Cette soif insatiable d'amour, nous la portons tous en nous, parce que nous avons senti et nous sentons que forcément l'enfant en nous n'a pas pu recevoir entièrement ce dont il avait besoin. C'est inhérent, je dirais, à notre nature humaine. Nous sommes des êtres imparfaits, et nos parents, dans leur imperfection, et parfois malheureusement dans leur déficience ou leur carence, eh bien, n'ont pas pu apporter l'amour dont nous avions besoin. Le manque d'amour, l'enfant que nous étions, eh bien, nous l'avons ressenti lorsque chaque fois que l'un de nos besoins n'était pas entendu et comblé, lorsque chaque fois qu'une de nos émotions ne trouvait pas la place pour être exprimée et être accompagnée, eh bien, à ce moment-là, l'enfant n'a d'autre manière de le vivre que comme un manque d'amour. Le manque d'amour est donc une blessure universelle, la plus universelle qui soit. Et aujourd'hui, eh bien, ce manque d'amour est de votre responsabilité. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité d'y répondre. Cela nécessite de faire le deuil de l'amour que l'on n'a pas reçu. Beaucoup de gens restent des enfants, des éternels enfants adaptés. Ils continuent à revendiquer l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Que vous ayez été aimé ou pas aimé, mal aimé ou trop aimé, de toute façon, ce manque d'amour est fondamental. Et on ne peut pas y répondre sans faire le deuil de l'amour qui nous a manqué. Pourquoi? Parce que l'amour qui nous a manqué est absent. Et il le sera pour toujours. Aucune personne extérieure, que ce soit vos parents ou des substituts parentaux, ne pourront aujourd'hui apporter cet amour. Un jour, une femme m'a dit « Ma relation avec ma mère s'est vraiment améliorée. Aujourd'hui, elle est une mère. Elle me donne ce qu'elle ne m'a jamais donné enfant. » Je lui ai donc demandé en quoi consistait cet amour, comment elle voyait cet amour et comment elle le ressentait. Elle me dit « C'est simple, ma mère était froide quand j'étais enfant. Elle n'était pas tendre, elle était même dévalorisante. Très souvent, elle avait des mots très durs à mon égard. Et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un de soutenant, de très encourageant. Chaque fois que je l'ai au téléphone, elle me demande comment je vais, elle m'encourage dans mes projets, elle me soutient. Et puis lorsque l'on se voit, eh bien, elle est vraiment très tendre, elle me prend dans les bras, elle me dit qu'elle m'aime. Tout cela est vraiment très riche pour moi et j'en suis tellement heureuse. Et lorsque cette femme témoignait de cela, eh bien, j'étais heureux pour elle, mais en même temps, je savais qu'elle allait déchanter. Car c'était une expérience qu'elle voulait voir exister, mais qui n'existait pas. Non pas que la relation qu'elle avait aujourd'hui, d'adulte à adulte avec sa mère, n'était pas nourrissante. Sa mère avait évolué, avait changé. Mais en fait, peu à peu, au fur et à mesure de la thérapie, elle s'est rendue compte qu'elle était de plus en plus en manque. Et elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas en réalité bien, que la relation d'adulte à adulte qu'elle avait aujourd'hui avec sa mère ne répondrait jamais au manque de l'enfant en elle. Pourquoi? Parce que la mère dont elle avait besoin, cette mère affectueuse, plus sensible, encourageante, c'est une enfant en elle qui en avait besoin, au moment où elle en avait besoin. Mais aujourd'hui, l'enfant en elle ne voulait plus recevoir cela de sa mère. Elle voulait le recevoir de la grande personne. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette notion subtile, c'est que votre enfant intérieur n'attend plus rien de vos parents. Si vous pensez que l'enfant vous attend de vos parents, c'est un enfant adapté, qui est en revendication, parfois même en rébellion, et qui sans cesse revendique ce qui lui a manqué. Mais cette recherche insatiable ne trouvera jamais de réponse, car en vérité, notre enfant intérieur attend un seul amour, le nôtre, que nous soyons capables de devenir un bon parent pour nous-mêmes. Être un bon parent pour soi-même est une expérience d'une grande richesse, mais c'est un processus qui demande du temps, de la discipline au sens d'acter au fur et à mesure, jour après jour,
cette relation avec soi, de fonder ce lien avec soi de bons parents à soi. En tout cas, être un bon parent pour soi, eh bien, c'est cultiver une base affective, sécurisante et durable. Et cela, ça nous permet de ressentir de la confiance, de la sécurité. Ça nous permet de sentir qu'on peut avoir pour soi-même de la sollicitude, du soin, de l'amour et de la compassion. Devenir un bon parent pour soi, c'est aussi apprendre à se soutenir et à s'encourager. Bien entendu que c'est toujours agréable d'avoir ce soutien et ces encouragements de l'extérieur. Mais si vous êtes vous-même la dernière personne à vous les accorder, alors la confiance que vous pourrez en retirer sera défaillante. Être un bon parent, donc, c'est se soutenir, s'encourager pour être davantage autonome, plus libre, et puis faire naître du coup une forme de justesse, de lien juste avec les autres, d'estime et de confiance. J'aimerais aborder plus en profondeur ce qu'est être aimé de son enfant intérieur et aimer son enfant intérieur. Être aimé de son enfant intérieur, nous le sommes toujours. Notre enfant intérieur, c'est pour cela qu'il nous attend, parce qu'il nous aime inconditionnellement. Il compte sur la grande personne que nous sommes. Mais aimer notre enfant intérieur est un devoir, le devoir qui consiste à sauver notre existence, à apprendre à fonder ce lien. Alors j'aimerais aborder justement de manière un peu plus précise, sur quoi cela s'appuie. La première chose que nous avons à apprendre pour aimer notre enfant intérieur, c'est de pleurer avec lui. Pleurer avec l'enfant en soi, c'est quelque chose qui est difficile. Et je sais que beaucoup de mes patients m'ont dit qu'ils ne l'ont appris ou ils n'ont senti la capacité de le faire que lorsqu'ils ont été témoins de mes propres pleurs. En tant que thérapeute, je travaille, en tout cas c'est la manière essentielle de travailler avec l'enfant intérieur, je travaille en résonance. Ça signifie qu'en fait je suis comme un instrument. Et comme un instrument de musique, je résonne, mes cordes intérieures résonnent, sont en résonance avec l'émotion, le besoin, le ressenti de l'enfant qui est en face de moi, l'enfant à l'intérieur de l'adulte en face de moi. Et cela me permet d'accompagner, mais aussi de ressentir et d'éprouver avec la personne. Et c'est essentiel parce que nombre de mes patients me témoignent que ce qui leur a permis de sentir la légitimité de leur souffrance, et de l'espoir aussi, c'est de voir que j'étais en capacité de pleurer pour les souffrances qu'ils avaient subies. C'est quelque chose qu'enfant, ils n'avaient jamais vu. Ils n'avaient pas pu ressentir que leurs parents étaient affectés par leurs souffrances, avaient la capacité de pleurer avec eux. Et lorsqu'un thérapeute le fait, c'est une façon d'ouvrir les portes à l'amour pour l'enfant en soi. Pleurer avec son enfant intérieur, c'est donc apprendre à avoir cette compassion pour soi-même. C'est comprendre que finalement, votre enfant intérieur, a mal. C'est normal qu'il ait mal. C'est un être sensible, vulnérable, qui a été en contact avec des paroles et des comportements qui lui ont fait mal, qui lui ont fait violence. Et donc, il est légitime qu'il pleure. Il est légitime qu'il pleure à travers vous. Sans même m'en rendre compte, lorsque j'avais 20 ans, durant cette psychothérapie, c'est ce que j'ai fait sans même le savoir, c'est-à-dire que j'ai pleuré avec l'enfant en moi. Et ça a légitimé le fait que j'avais droit d'avoir mal, que l'enfant en moi avait le droit d'avoir mal. Pour qu'un enfant se sente aimé, il a besoin que son parent pleure avec lui. Pour que votre enfant intérieur se sente aimé, il a besoin que vous pleuriez avec lui. C'est une expérience particulière, mais qui aujourd'hui est de plus en plus validée par les études, entre autres en neurosciences affectives et relationnelles. On sait aujourd'hui que c'est ce lien, cette relation entre le parent et l'enfant qui permet au cerveau de l'enfant de connaître sa maturation et qui permet à l'enfant du coup de mieux gérer et de mieux accompagner ses émotions, mais aussi de mieux mobiliser, de davantage mobiliser tout son potentiel. Mais on sait aujourd'hui, grâce aux études en neurosciences, que lorsque le thérapeute et le patient sont face à face, si le thérapeute pleure avec le patient, c'est-à-dire
éprouve ce qui a besoin d'être éprouvé, eh bien, cela répare aussi le cerveau. C'est une expérience que je fais en tant que thérapeute depuis très longtemps, mais j'étais très heureux lorsqu'il y a quelques semaines, je participais à un colloque de thérapie familiale, en systémie familiale, et lorsqu'un scientifique qui avait fait des recherches venait de découvrir et de démontrer qu'en effet, le fait de pleurer avec avait un véritable pouvoir de transformation au niveau cérébral. Et dans un enthousiasme que peu de personnes lors de ce colloque ont compris, il a dit « Pleurez avec vos patients, pleurez avec eux, c'est important ». Bien sûr, c'est un travail, ça s'apprend. Apprendre ce qu'est la résonance, raisonner avec ses propres ressentis pour apprendre à raisonner avec les ressentis de l'autre, eh bien c'est un apprentissage. Mais cela fonde naturellement cette relation d'amour avec l'enfant en soi. Alors, les pleurs font peur. Les pleurs font peur, pourquoi? Parce que je l'ai moi-même éprouvé en de nombreuses occasions, lorsque l'on pleure, on s'effondre. On s'effondre, on tombe. Mais j'aimerais que vous ayez cette image en vous, c'est que si vous acceptez de vous effondrer, d'avoir cette sensation de tomber, en fait, c'est comme si vous alliez avoir enfin la capacité de vous agenouiller devant l'enfant qui est en vous. Souvent, j'utilise cette métaphore lorsqu'une personne commence à entrer dans un processus où elle libère sa souffrance. Eh bien, je lui apporte cette métaphore, je lui dis qu'elle est en train de descendre au fond d'un puits. Et donc, comme elle tombe et qu'elle chute au fond de ce puits, eh bien, c'est vertigineux, ça lui fait peur, c'est obscur. Il lui semble naturel, et c'est normal, qu'elle ne va jamais pouvoir s'en sortir, qu'elle va mourir. Nombre de fois, j'ai eu le sentiment de mourir en contactant ma souffrance, en contactant mes pleurs d'enfant. Mais ce que mon expérience me montre, c'est que lorsque nous acceptons de descendre au fond de ce puits, nous nous retrouvons à genoux, devant l'enfant en nous. Nous pouvons le regarder dans les yeux. Nous pouvons ressentir ce qu'il ressent. Nous pouvons lui dire « Je sens que tu as mal. Je sais que tu as mal. Je pleure avec toi. Je comprends ce que tu ressens. Ce que tu as ressenti est normal. Ta souffrance est légitime. Ce que tu as vécu est dénonçable. Aucun enfant ne devrait vivre ce que tu as vécu. Aucun enfant, en effet, ne devrait vivre des paroles ou des comportements qui lui font violence. Accepter de pleurer avec l'enfant en soi, c'est accepter par ce simple fait de dénoncer ce qui n'est pas juste, de mettre à distance la violence qui nous hypnotise, la violence qui nous a marqués physiquement et qui vit toujours en nous. C'est une façon de restituer aussi ces comportements et ces paroles dont nous avons souffert, de les rendre à leur destinataire pour retrouver ce lien fondamental à soi. Il y a un autre fait, une autre expérience, en dehors de pleurer avec l'enfant en soi, qui fonde l'amour pour l'enfant en soi. C'est de corriger, d'observer et de corriger son dialogue intérieur. Vous l'avez compris, je vous en ai parlé au tout début, j'avais un dialogue intérieur particulièrement toxique. J'avais souvent des voix qui me disaient que j'étais moche, que je n'étais pas digne d'être aimé, que je ne valais rien. Bref, mon estime, je vous le disais, était très très basse. Mais ce dialogue intérieur, j'ai peu à peu appris à l'observer. Et je me suis posé cette question, mais finalement, qui parle en moi? Qui me dit ça? Qui est ce juge? Par qui est-il payé finalement ce juge? Qui a induit l'existence de ce juge, de ce censeur, de ce critique en moi? Et bien sûr, ce sont nos expériences à nos figures parentales qui fondent ces parties de nous-mêmes, qui ensuite continuent dans ce dialogue intérieur à nous ramener à une obéissance. C'est ainsi que nous ressentons des sentiments toxiques de honte ou de culpabilité qui nous encouragent à nous nier, à nous trahir, à ne pas respecter l'enfant qui est en nous. Ce dialogue intérieur, soyez vigilants
Écoutez-le. Est-il bienveillant? Est-il suffisamment doux? Ou au contraire, est-il fait d'exigences, de jugements, de devoirs? Continuez-vous finalement à vous parler à vous-même comme on vous a parlé? Souvent, en séance, j'utilise l'ours en peluche. L'ours en peluche est une pratique thérapeutique très ancienne puisqu'elle date déjà des années 70, mais avec Marie-France, nous l'avons élaborée davantage et j'aimerais bien vous faire participer à cette petite expérience assez rapidement. J'ai mon ours en peluche ici, je vais vous le montrer, le voici. C'est l'ours en peluche que j'utilise durant les séances. Le voilà. Et cet ours en peluche, c'est une métaphore de l'enfant en soi. Plus qu'une métaphore, je dirais que même c'est une symbolisation. C'est grâce à lui que l'on peut faire un lien avec l'enfant en soi. Parce que finalement, il est difficile d'être en contact avec ce dialogue intérieur si on ne figure pas que l'enfant en nous, c'est lui qui entend tout cela. Chaque fois que vous vous dénigrez, chaque fois que vous avez un mot trop sévère à votre égard, chaque fois que vous vous imposez un devoir injuste, eh bien c'est à l'enfant en vous que vous le faites. Vous pourriez penser que c'est l'adulte qui entend cela, mais ce n'est pas l'adulte qui en souffre le plus. La personne qui en souffre le plus, c'est l'enfant en vous. À chaque fois que je me disais à moi-même « je suis moche », c'est l'enfant en moi qui l'entendait. Symboliser l'enfant en soi, ça permet bien, de faire une expérience beaucoup plus concrète de la toxicité que peut avoir ce dialogue. Car si je considère que cette peluche figure le petit Emmanuel en moi, je vais avoir beaucoup de mal à le regarder dans les yeux et à oser lui dire qu'il est moche, à oser lui dire qu'il ne mérite pas l'amour, à oser lui dire qu'il devrait obéir à telle chose ou à telle autre. Souvent, certains de mes patients réussissent quand même à maltraiter leur enfant intérieur à travers la symbolisation de l'ours en peluche. Mais la capacité d'une symbolisation, c'est de pouvoir nous répondre. Et donc, à travers le regard de cette peluche, on peut entendre ce que ressent l'enfant. Nombre des personnes que j'accompagne, en fait, font du coup l'expérience du ressenti de l'enfant en eux quand ce dialogue en eux, eh bien, les déprécie, les dévalorise ou les limite. Ils se rendent compte que leur enfant souffre. Ils se rendent compte qu'un enfant en eux a mal. Que l'enfant en eux dit « stop, j'en peux plus, stop ». C'est un outil précieux que la peluche câline parce que ça permet, cela permet de enfin pouvoir dialoguer avec l'enfant en soi, accepter de l'écouter et d'entendre ce qu'il a à nous dire. La dernière chose, je vais garder l'ours en peluche à côté de moi, la dernière chose qui fonde de l'amour pour l'enfant en soi, c'est de poser des actes. Poser des actes, c'est essentiel. Il ne s'agit pas simplement d'éprouver vis-à-vis de soi un sentiment d'amour, je vous le disais, ou simplement de pleurer avec l'enfant en soi, qui est déjà un acte en réalité, ou aussi de dialoguer avec lui. Il s'agit aussi concrètement dans la vie de tous les jours de poser des actes tangibles, de soutien, d'approbation, d'encouragement, d'amour, de compassion pour soi. Il y a nombre d'occasions dans notre vie de tous les jours pour poser des actes qui déclarent « j'aime l'enfant en moi ». L'un des plus simples, c'est de considérer que vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas que l'adulte qui vit dans votre corps. Il y a aussi un enfant. Et je fais souvent cette expérience de prendre conscience que dans ma vie quotidienne, lorsque je suis en train de faire quelque chose, il y a un enfant en moi qui vit une autre expérience. Cette vie enfantine est distincte de ma vie adulte. Je vous donne un exemple. Si je pars d'un seul coup pour un rendez-vous, je constate que je suis un peu en retard. Donc du coup, je prends mon billet de transport, je cours, je suis occupé à me dépêcher, je pense déjà au rendez-vous, je me projette, je suis en train d'envisager ce qui va se passer, etc. Bref, je suis dans ce que nous vivons chacun régulièrement, l'urgence et la vitesse quotidienne dans laquelle ce monde parfois nous entraîne.
Avoir conscience de l'enfant en soi, aimer son enfant intérieur, eh bien, c'est d'accepter que pendant que l'adulte est occupé à être pressé, parfois un peu stressé pour ce qu'il a à faire, le plus intéressant ne se trouve pas là. Le plus intéressant, c'est l'expérience que l'enfant fait en même temps. Mon enfant intérieur n'est pas très intéressé par l'urgence du rendez-vous ou par ce qu'il y a à faire. En fait, mon enfant intérieur, pendant que je cours dans la rue pour prendre mon transport, lui continue à être curieux, émerveillé, joueur. Il regarde un arbre, est attentif à la couleur des feuilles, écoute un oiseau, rigole ou s'amuse d'un vêtement étrange que porte une personne dans la rue, est interpellé par tel ou tel événement. Bref, votre enfant intérieur est beaucoup plus vivant que l'adulte que vous êtes. Il fait une expérience plus intense, plus vibrante et plus aussi totale par rapport à ce que vous vivez en tant qu'adulte parce que d'un seul coup, vous êtes happé par le faire. Finalement, l'adulte est souvent dans le faire et l'enfant, il est tout simplement dans un état d'être. Et être plus attentif à l'être enfantin, eh bien, c'est permettre à l'adulte que nous sommes d'abandonner un peu plus le faire pour être dans une qualité de présence et d'être à soi. Plus conscient, et la pleine conscience n'est pas simplement le fait d'être à l'écoute de ce qui est en soi, c'est aussi d'avoir cette capacité de réponse, de répondre à l'enfant en nous pour obéir à ses besoins, à certains de ses désirs, du moment que nous sentons qu'ils sont un appel à plus d'accomplissement, à plus de vivance, à plus de joie dans notre quotidien. J'aimerais terminer cette conférence avec un petit texte que j'ai écrit il y a déjà un certain temps et qui a été publié dans notre dernier livre-jeu que nous avons publié avec Marie-France, qui est l'oracle de l'enfant intérieur. C'est un livre-jeu qui permet à travers une soixantaine de cartes eh bien, d'être en contact avec l'enfant en soi et d'apprendre à en prendre soin, d'apprendre à l'aimer, et de découvrir ses ressentis, ses émotions, ses besoins, quels sont les actes de bons parents que nous avons apportés à son égard pour être plus en amour avec nous-mêmes. Et un jour, dans une forme de fulgurance, eh bien, j'ai écrit ce texte et j'aimerais vous le lire en guise de conclusion. Il faut que je le retrouve. Déjà, j'ai un peu de mal à le retrouver, mais ça arrive. Voilà. Guérir, c'est être avec le petit. Être avec le petit, c'est souffrir. Souffrir, c'est se souvenir de sa vulnérabilité. Être vulnérable, c'est être petit. Être petit, c'est pouvoir grandir. Grandir, c'est apprendre à aimer. Apprendre à aimer, c'est s'aimer. S'aimer, c'est être grand et petit à la fois. Être grand et petit à la fois, c'est s'unir. S'unir, c'est s'accomplir. S'accomplir, c'est jouer. Jouer, c'est guérir. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette visioconférence. Je vous souhaite en tout cas de prendre grand soin de votre enfant intérieur. Soyez doux avec vous, soyez patient. Il n'est pas essentiel de penser à l'enfant en soi tout le temps, d'essayer de l'aimer en toutes circonstances. Ne cherchez pas à la perfection, cherchez plutôt à être présent, ne serait-ce que 10 minutes par jour à votre enfant intérieur. Si vous consacrez 10 minutes par jour à votre enfant intérieur, eh bien, vous verrez déjà de grandes transformations dans votre vie.